Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver sur les antennes de la RTS. Bienvenue dans votre émission Club des Sports avec le panel d'experts au complet. Aruna Dem, bonsoir. Bonsoir Ibrahima. Elhadji Thierno Dramé, bonsoir. Bonsoir Ibrahima. Ça faisait un bail. Ouais, je reviens. On te retrouve avec beaucoup de plaisir. Et je reviens comme titulaire, n'est-ce pas? Salut Diallo, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Demba. Bonsoir Ibrahima. Aruna Dem, on va commencer par vous. Joyeux anniversaire d'abord, longue vie et beaucoup de bonheur. Peut-être que d'ici à la fin de l'émission, Salif va amener le gâteau. Le premier thème de cette émission va porter sur l'actualité brûlante avec Idrissa Gana Gueye, l'international sénégalais, qui a refusé de porter le maillot couleur arc-en-ciel lors de la 37e journée de la Ligue 1. Un maillot couleur arc-en-ciel, couleur de la communauté LGBT. Et ça a fait un débat dans le monde du football en France et ici au Sénégal. Avec le panel d'experts, on va revenir en long et en large sur cette actualité. Aruna Dem, pourquoi la décision de Idrissa Gana Gueye de ne pas porter ce maillot couleur arc-en-ciel fait tant parler en France et dans le monde du football en général? Bien, tout simplement parce que les lobbies qui portent ce genre de messages sont hyper puissants, particulièrement en France où aussi on est comme dans un pays de libertinage en quelque sorte, si je peux utiliser ce terme-là. Puisque la France est le premier pays dans le monde quand même à légaliser, entre guillemets, ce qu'ils ont appelé le pacte, la reconnaissance légale des couples du même sexe, en quelque sorte, avec certains pays. En tout cas, en Europe, ils ont été les premiers. Donc, quelque part, c'est leur culture, qui est la culture, ce qu'on appelle, entre guillemets, au Sénégal aussi, du gourdjiguénisme qu'ils mettent en avant. Et ils cherchent à avoir des supports, des messagers pour porter ce message-là. Et Idrissa Gana Gueye a juste raison par rapport à ses croyances, à ses propres valeurs, à estimer ne pas devoir être le véhicule de ce message-là. Je ne pense pas que ceux qui sont en train de s'acharner sur lui plutôt, puissent se prévaloir de ce droit à la liberté-là pour justement porter ce genre de coups, parce que c'est en quelque sorte des coups qui sont malvenus. On ne peut pas reprocher à quelqu'un de faire prévaloir sa propre liberté, de ne pas faire quelque chose, au moment où justement ce message qu'on véhicule, c'est justement pour permettre à d'autres d'assumer la liberté de choix sur leurs orientations sexuelles. Donc quelque part, il y a une certaine injustice et un acharnement qui ne se justifie pas, qui frise même à la limite du racisme, parce que d'autres jours avant lui ont eu à avoir des comportements sur certains faits. On n'a pas trouvé à redire récemment des capitaines d'équipe. On a donné l'exemple de Falcao qui avait refusé de mettre un brassard LGBT, Cavani, même chose. Et pourtant, on ne leur était pas tombé dessus de la sorte. On n'avait pas jugé qu'il fallait à la limite les lapider. Et donc, peut-être parce que Gana Gueye joue dans un club comme Paris, pourtant il jouait dans ce club-là, Cavani, quand il a posé un tel acte. Gana Gueye, africain, sénégalais, peut-être musulman, on l'estime plus fragile que les autres pour être le punching ball de ces porteurs de messages-là. Et ce qui est regrettable aussi, c'est que les hommes politiques français s'y mettent. Alors que quand les Africains sont joueurs africains, je veux dire, sont victimes de racisme en France, on ne les entend pas. On a vu la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécheresse, parce qu'elle prône le péché, de dire que Gana Gueye n'avait pas le droit de faire ça. Et pourtant, quand il y a eu des cris racistes dans les stades français, contre ces Noirs africains, contre ces banlieusards français, pour la majorité, parce que dans les banlieues françaises, on retrouve quand même une communauté africaine et arabe majoritairement, elle n'a pas été à ce niveau-là pour réclamer des sanctions. Donc, disons qu'il y a une politique de 2 poids 2 mesures pour la bonne et simple raison que c'est ceux qui ont l'argent, ceux qui ont les gros moyens médiatiques, ceux qui ont les possibilités de faire du lobbying au niveau national en France et international, ces lobbies-là qui s'acharnent sur Gana Gueye parce qu'ils veulent peut-être faire de lui l'exemple pour éviter que demain d'autres joueurs aussi puissent user de ce droit, parce que c'est leur droit, leur liberté individuelle, de dire qu'ils ne portent pas des messages qui sont contraires à leurs valeurs. Elhadji Thierno Dramé, peut-on parler d'indignation sélective? Oui, clairement dans ce sujet, parce que on choisit un joueur, comme il a dit, qui est africain, qui est musulman, et surtout peut-être qui n'a pas forcément
ou peut-être dont on pensait qu'il n'aurait pas, peut-être pas le soutien qu'il a aujourd'hui. Parce que vous savez, qu'on le dise ou pas, les Africains ne sont jamais traités au même niveau que les autres joueurs, notamment européens. Donc forcément, c'est une indignation sélective, surtout quand il y a... on a assisté à combien de cas de racisme, par exemple, dans les stades. Et aujourd'hui, il y a eu Dimitri Payet aussi, qui a été capitaine de l'équipe de France quand même, qui est capitaine de Marseille, qui avait refusé de mettre le brassard. Personne n'en a parlé. Il n'y a jamais eu autant d'histoires. Donc aujourd'hui, que ce soit Idrissa Gana Gueye, je pense qu'aujourd'hui, ça a été facile pour la presse, les hommes politiques français en général, de l'attaquer parce que Paris n'a pas pris position pour lui. Parce que Paris l'a fragilisé et ce n'est pas seulement la première fois. On reviendra sur ça. Donc aujourd'hui, c'est un joueur sur lequel on jette l'anathème parce que soi-disant, il joue à Paris, qui est un club, qui est une institution, qui aujourd'hui peut-être est le porte-étendard du football français. Mais moi, je pense que ce qu'on oublie après tout, c'est que le gars, il a signé un contrat pour jouer au football, pas pour faire de la politique. Il est arrivé à Paris. Je suis sûr que si on avait dit, avant de signer le contrat, que tu auras telle cause et telle autre cause à défendre, certainement il ne signerait-il pas, ou en tout cas, il émettrait des réserves. Mais on attend, voilà, il a déjà signé ici pour jouer au football. Aujourd'hui, on lui demande de clairement exprimer une opinion qui est contraire à tout ce qu'il a eu comme valeur, comme exemple depuis sa naissance. Et derrière, c'est une porte ouverte à toutes sortes de critiques. Je trouve que c'est lamentable. Et ça va même à l'encontre du principe même de liberté d'expression, de la liberté plutôt d'expression, la liberté d'opinion, mais aussi la liberté de ne pas avoir une opinion, simplement. Parce qu'on est libre de ne pas avoir une opinion. Je veux dire, vous me posez un sujet, je suis libre de commenter ou pas. Et là, en l'occurrence, il a pris... C'est une prise de position, le fait de ne pas mettre le maillot. Mais c'est une prise de position, pour moi, qui est douce, dans ce sens où il n'affirme pas de façon péremptoire, où il ne dit pas, il ne défie personne. Il prend sur lui de ne pas jouer. Et aujourd'hui, on a des informations comme quoi il avait déjà prévenu le PSG, qu'il ne préférerait pas jouer en tout cas mettre ce maillot-là. Donc Paris l'a fragilisé et c'est ce qui a permis justement aux autres de pouvoir l'attaquer de façon si outrageuse et démesurée. Est-ce que la position de Gana Gueye dans cette affaire vous a surpris? Parce que quand on parle de conviction religieuse, surtout pour ce qui est des joueurs de l'équipe nationale, ce n'est pas le premier auquel on va penser. Oui, c'est vrai, c'est ça le paradoxe. Effectivement, c'est une personne très ouverte. Très chambreur, danseur, dans le vestiaire. Très ouverte. Et bon, c'est pas bien de parler de la vie privée des gens, mais quand même, il a épousé une Française. Donc c'est son ouverture d'esprit. Mais là, c'est une question de liberté. Tcherno a parfaitement raison. Il a le droit de porter ou de ne pas porter ce combat-là. Il ne se sent pas concerné par le combat-là. Et il a informé qui de droit parce qu'il n'ose pas, parce qu'il a signé un contrat pour jouer avec son club. Donc, il est tenu d'être présent. Mais lui, il ne joue pas, il ne peut pas porter son image pour ce combat-là. C'est aussi simple que toi. Pourquoi, diantre, les gens acceptent pour certains d'autres choses et pas pour d'autres? Pourquoi ce terrorisme intellectuel-là? Bon, les gens doivent être là, subir leurs pensées. Mais pourquoi? Mais pourquoi? La liberté, oui, moi je suis pour la liberté. Mais que les gens puissent avoir le pouvoir de choisir. Mais quand même, il n'y a même pas longtemps, comment il s'appelle là, l'attaquant du PSG et de l'équipe de France. Mbappé avait refusé d'associer son nom à des paris sportifs qui amènent de l'argent pour le développement du football français. C'était lors du dernier rassemblement de l'équipe de France. On n'a parlé que quelques secondes, c'est passé, parce que c'est Mbappé. Là, parce que c'est Idrissa Gana Gueye. Et le problème, j'ai entendu des... Avant Mbappé, à l'Euro, Cristiano Ronaldo a refusé de faire une conférence de presse avec des bouteilles de boissons sucrées devant lui. Et pourtant, personne n'a exigé. Djokovic a refusé de se faire vacciner. On l'a même interdit en tournoi, je pense, à Melbourne, en Australie. C'est ça. Donc qu'on accepte le droit à la différence. Mais quand même, la polygamie est interdite en France. Aujourd'hui, s'il y a deux femmes, il y a des problèmes en France. Pourquoi? C'est mieux d'être homosexuel qu'être polygame, quand même. On n'a qu'à laisser notre choix. Nous, ça ne fait pas. Notre religion ne l'accepte pas. Notre conscience ne l'accepte pas. Nos us et coutumes non plus. Donc, on nous laisser tranquille. Gana Gueye a été, effectivement, le ministre des Sports a raison. Il a été payé par le PSG pour jouer au football.
mais pas pour véhiculer des idées qui ne sont pas ses idées. Ce n'est pas sa manière de voir le monde. Et puis qu'on ne nous dise pas c'est l'Occident, non. L'Occident est judéo-chrétienne. La religion, le christianisme l'interdit. C'est aussi simple que ça. Donc, ils n'ont qu'à laisser les gens tranquilles. Demba Valor Gana Gueye vient de faire preuve d'un grand courage. Hein. Ce n'est pas évident quand on sait qu'il y a beaucoup de lobbies puissants qui font partie de la communauté LGBT et tout. Et quand même, il a fait ce choix-là. Comment vous l'analysez? Gana, je pense que même au-delà de ça, il a toujours été quelqu'un qui croit en ses convictions. Quand il doit dire quelque chose, il le dit. Quand il doit faire quelque chose, il le fait. Donc moi, cette prise de position-là, je ne l'attendais pas parce que vraiment, je me disais que je ne savais même pas qu'il allait jouer ou qu'il n'allait pas jouer. Même l'année dernière, je n'avais pas fait le rapprochement. Quand il n'a pas joué et qu'il a donné ces raisons-là, je me suis dit, ça c'est Gana, ça ne m'a pas surpris parce que c'est quelqu'un il est enraciné, mais il est aussi ouvert. Et quand tu regardes sur ses photos Instagram et tout, tu sens que c'est un gars qui est enraciné, mais également qui est ouvert d'esprit. Et sur cette situation-là, il est en train de leur apprendre à la France ce qui est la tolérance. Parce que, à mon avis, ils utilisent des termes sans pour autant respecter totalement ces termes-là. Parce que quand tu dis que tu es tolérant, tu dois tolérer le parti pris de tous les autres. Il faut accepter les différences religieuses et culturelles. Les différences. Et c'est ce qu'ils ne sont pas en train de faire. Parce qu'on n'a pas la même culture, ils n'acceptent pas la culture de Gana. Moi, j'aurais compris si Gana avait proféré des mots à l'encontre de cette communauté-là, j'aurais dit que peut-être qu'il a fauté parce que ce n'est pas à lui même s'il a ses opinions, vraiment de leur jeter l'anathème. Mais ce qu'il a fait, c'est par respect. Il leur a dit, je ne veux pas jouer, je ne veux pas m'associer à ça. Je reste tranquille. Il n'en a pas fait des vagues. Ce sont les autres qui veulent en faire des vagues. Et même à l'ONU, pour des questions de vie et de mort, on accepte l'abstention. Quand les gens vont en guerre, on accepte que les gens s'abstiennent. Et pourquoi ne pas accepter que Gana s'abstienne de soutenir? Jusqu'à présent, il ne dit pas qu'il est contre. C'est pourquoi juridiquement, ils ne peuvent rien lui reprocher. Et même quand vous regardez les communiqués qui sont sortis ou bien les politiciens qui en parlent, qu'est-ce qu'ils disent? C'est honteux, c'est regrettable, c'est tout pour s'acharner. On doit le sanctionner financièrement parce qu'ils savent que juridiquement, ils n'ont rien. Il a sa clause de conscience. Ils n'ont rien à reprocher à Gana parce qu'ils ne peuvent pas dire que Gana est homophobe. Il n'a rien, il n'a mis aucun acte homophobe. Il s'est juste dit que ce combat-là, même ce terme homophobie-là... Non, pour dire, par rapport à leur loi, parce qu'il est également en France et ils ont leur loi. Et par rapport à leur loi, l'homophobie est condamnable, est un délit. Et Gana, on ne peut pas le lui reprocher actuellement. Donc c'est pourquoi je dis, même juridiquement, ils ne peuvent rien lui reprocher. Et au contraire, moi je pense que même Gana peut leur reprocher quelque chose juridiquement, parce qu'il n'est pas obligé d'aller faire des choses qu'il n'a pas signées. Ça ne fait pas partie du contrat. Ça ne fait pas partie du contrat. Donc je pense que même lui, il peut les attaquer juridiquement. Il a averti son club. Son club peut lui faire une sanction parce que peut-être c'est un jour de travail qu'il n'a pas travaillé. Mais ils ne peuvent pas aller au-delà. Plus loin que ça. Et moi, contrairement à ceux qui disent que Gana doit quitter Paris pour ça... On y reviendra. Maintenant, on en vient au soutien du PSG. Dans cette affaire, beaucoup disent qu'il a été fragilisé d'abord par la communication de Pochettino après le match et ensuite le communiqué du PSG. Est-ce que c'est votre avis? C'est un constat, c'est des faits aussi. Parce que le PSG aurait pu faire dans le diplomatiquement correct. Pochettino aurait pu dire que non, il a une cheville douloureuse. Trouver un prétexte. Parce que pour d'autres jours, d'autres cas de figure, le PSG a cherché des prétextes. Les grands clubs ont toujours cherché des excuses pour protéger leurs joueurs. Si c'est Mbappé qui avait eu ce comportement, on vous aurait dit ou Messi ou Neymar, je suis certain
que le PSG allait avoir une autre attitude, que l'entraîneur du PSG allait dire peut-être trouver une excuse. Parce qu'on a vu des matchs de championnat que Messi n'a pas joué alors qu'il n'était absolument pas blessé. Et on a toujours dit qu'il n'était pas disponible. On a dit même qu'il était grippé en milieu de saison. Et il y a eu un match où on a dit qu'il n'était pas disponible pour le moment, alors qu'il n'avait absolument rien, qu'il était là. C'est après coup que les gens ont compris que peut-être qu'il n'était pas prêt à jouer ce match-là, tout simplement. Donc, avoir ce genre d'attitude, venant de Pochettino, ça ne surprend pas normalement. Parce que c'est un entraîneur fragilisé qui cherche toutes les cordes possibles pour se raccrocher quelque part. Il n'est pas certain d'être là la saison prochaine. Et ce n'est pas la première fois venant du club. Quand Ghana attaque les Mbappé, les photos ont été publiées. Si c'est Messi qui avait appelé Mbappé, ils auraient fait en sorte que ces images ne sortent pas. Mais ils ont toujours eu cette attitude-là. Je ne dis pas que le club est raciste parce qu'il y a quand même énormément de joueurs africains, noirs, que venant de tous les coins du monde qui ont joué là, dans ce club-là. Mais la même valeur qu'ils accordent aux joueurs sud-américains et européens, ils ne donnent pas cette valeur-là aux joueurs africains. C'est la réalité. Même dans les signatures de contrat, on ne traite pas les gens de la même manière. Donc, quelque part, ça peut se comprendre par rapport au statut des uns et des autres, mais que le PSG ait une communication aussi désastreuse sur cette affaire-là, c'est comme s'il n'avait pas eu le courage, justement, de défendre Ghana. Pourtant, il est clair, au début, on disait qu'il n'était pas au courant, qu'il est venu, il n'a pas joué. Tout simplement, il a dit qu'il ne joue pas. On apprend que 4 jours avant le match, il avait déjà dit qu'il ne joue pas avec ce maillot-là. Donc, quelque part, il avait invoqué sa clause de conscience, il avait informé son employeur, qui est le club. Et l'entraîneur devait prendre ses responsabilités et ne pas le mettre dans son groupe, tout simplement, pour le protéger et pour protéger l'image du PSG. Parce qu'aujourd'hui, ça porte atteinte aussi à l'image du PSG. Mais ils oublient une chose, le PSG appartient aux Qataris. Eux-mêmes, ils refusent qu'on associe l'image de leur pays à la défense de l'homosexualité. Parce que homophobie, d'accord, le terme, il est là, mais quel est le contenu? S'ils avaient mis non à l'homophobie, floqué sur le maillot de tous les jours lors de cette journée-là, je pense qu'il n'y aurait pas eu de problème. Mais ils ont choisi, dans tout ce qu'il y a comme homophobie, tout ce qui est considéré comme acte d'homophobie, ils ont choisi de mettre en avant la couleur d'un groupe parmi ceux qu'on considère comme victimes de l'homophobie, c'est les gays. Donc, ils ont pris la couleur arc-en-ciel qui correspond à un combat d'un groupe précis parmi les victimes de l'homophobie. Pourquoi ils n'ont pas dit sur 3 jours ou journées, on va mettre pour l'un des matchs les victimes de racisme, pour l'autre match les victimes d'homophobie liée au comportement, aux orientations sexuelles, et pour l'autre journée, on va parler d'islamophobie ou autre chose. Ils ne l'ont pas fait, ils ne défendent pas les autres causes, ils défendent seulement la cause qui les arrange. Et dans ce cas de figure, Gana Gueye, en tant qu'employé du PSG, qui n'a pas signé dans son contrat qu'il est là pour être l'ambassadeur de la lutte contre l'homophobie ou l'ambassadeur en tout cas des causes liées à l'orientation sexuelle, il a le droit de dire je ne joue pas. Au PSG d'assumer les conséquences des actes de ces joueurs pour les protéger et pour protéger sa propre image. Et malheureusement, ce qui n'a pas été fait et c'est assez regrettable. Thierno Dramé, concrètement, qu'est-ce que vous attendiez du PSG et des coéquipiers de Gana Gueye? On ne les a pas non plus entendus dans cette affaire-là. Ouais. Je pense que déjà, le PSG aurait dû anticiper le problème. Comme l'a très bien dit Arona, à partir du moment où il les avait avertis, l'idée déjà, c'était de faire de sorte qu'ils ne fassent pas le déplacement dans un premier temps. Maintenant, il a fait le déplacement, il y a eu ce qu'il y a eu. Je pense que le Paris Saint-Germain aurait dû dire simplement que le joueur a le droit d'avoir une opinion divergente, que le joueur a des convictions ou des valeurs qui sont en porte-à-faux, ou comme l'a très bien dit d'ailleurs notre président, ces convictions religieuses doivent être respectées. Point final. Je pense qu'il n'y avait même pas besoin d'en faire des tonnes, il n'y avait pas besoin de faire tout un communiqué. Il aurait simplement fallu dire que le joueur a des croyances auxquelles il respecte et qui ne correspondent pas à ce combat précis. Je pense qu'à ce niveau-là, et puis encaisser les coups, parce que aussi, une institution, c'est ça. Quand on a des joueurs, les protéger, c'est aussi ça. Parce que dans une carrière, il y aura forcément des moments où un joueur sera fragilisé pour telle ou telle autre raison, mais c'est à l'institution de prendre sur elle, de défendre ce joueur-là, ne serait-ce que pour le protéger physiquement, mentalement, mais protéger l'image, parce que les deux sont associés. L'image du PSG ne peut pas être dissociée aujourd'hui de celle que c'est Gana Gueye, c'est un employé. Donc si Ghana est fragilisé, donc forcément Paris se retrouve dans ce même cas de figure. Et l'autre chose, vous avez parlé des joueurs.
moi, je trouve, il me semble avoir vu une photo de, je pense c'est Paredes où Abdou Diallo a pris sa défense, mais il me semble que c'est Paredes, je pense, qui a mis un selfie. C'est une façon déguisée pour lui de le défendre. Mais par contre, les stars du PSG n'ont pas réagi. Et c'est ça qui pose problème. Ce sont quand même des coéquipiers. Ils étaient il y a moins d'une semaine avec lui à faire la fête, partager. Ils étaient au Qatar, hein, ils sont rentrés hier. Non, avant le Qatar. Le gala organisé par Gana Gueye, on a vu, il y avait Mbappé, il y avait Neymar, il y avait Messi, il y avait quasiment toute la graine du PSG. Où sont-ils aujourd'hui? Où sont-ils? Parce que je pense qu'un petit tweet de leur part aurait peut-être certainement quelqu'un comme Mbappé, dont on sait qu'il est quand même assez, sur le plan intellectuel, un joueur très structuré et tout, s'il avait apporté son soutien à Ghana, ça aurait certainement éteint le feu. Mais aujourd'hui, ils sont silencieux de façon incompréhensible, parce qu'au-delà de tout, c'est une équipe, c'est un groupe, c'est une famille. Les combats, on les mène ensemble, on les gagne ensemble ou on les perd ensemble. Ouais, beaucoup de joueurs sénégalais l'ont soutenu sur les réseaux sociaux aussi, comme Kouyaté, Keita Diao, on a demandé de retirer. Baldé. Crystal Palace a demandé à Kouyaté de retirer. Ouais. Watford aussi a demandé à Ismaïla Sarr de retirer. Mais toujours dans ce chapitre-là, c'est le mutisme de la Fédération sénégalaise de football qui est assez inquiétant. Jusque-là, jusqu'au moment où nous parlons, officiellement, on n'a pas vu de communiqué de la Fédération. Mais je fais un commentaire, hein, ça me défend moi, parce que la Fédération sénégalaise de football est membre de la FIFA. La FIFA lutte contre l'homophobie. Donc, certainement, le président de la Fédération, Institut Personae, peut-être il a réagi, je pense que le président Senghor a réagi. L'institution en tant que telle. C'est pourquoi je ne vois pas de communiqué. Non, parce que toutes ces structures, dans tous les grands championnats du monde, aujourd'hui, il y a une dictature de la pensée par rapport à la lutte contre l'homophobie. Que ce soit en Prime League, que ce soit dans le calcio et autres, ils mettent les drapeaux de corner même, avec ça, avec le drapeau arc-en-ciel, ainsi de suite. Non. Ça, c'est toutes les fédérations internationales de sport aujourd'hui luttent contre l'homophobie. Ils utilisent ça. Moi, j'ai eu la chance d'être en 2013 à Moscou, lors des championnats du monde d'athlétisme. Il n'y a pas ce qu'ils n'ont pas fait, vouloir imposer aux Russes, et ainsi de suite. Vous avez vu ce qui se passe au Qatar aussi. Les Qataris ont dit qu'ils ne peuvent pas défendre l'intégrité physique de ceux qui voudront venir là-bas pour manifester la puissance gay, quelque chose comme ça. Donc, toutes les fédérations sportives du monde aujourd'hui défendent l'homophobie. Ça va être compliqué pour nos fédérations de réagir. Les gens peuvent réagir individuellement, jusqu'à preuve du contraire, c'est un commentaire que je fais. Mais revenons, c'est une dictature de la pensée. C'est une dictature de la pensée, cette affaire-là. Il faut forcément être d'accord, quoi. Tu n'as pas à voir au chapitre. Les grandes stars du football, là, ils ne vont pas réagir. Moi, je suis presque convaincu de ça. Ils ne vont pas réagir. Ils ne vont pas réagir. Ouais. Par contre, le Gana Gueye a bénéficié d'un immense soutien ici au Sénégal, notamment sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de personnalités qui ont fait des sorties pour le soutenir, notamment le président de la République. Oui, parce que l'acharnement, je pense, n'est pas mérité. Et ceux qui sont sénégalais le sentent. Ils sentent que ce combat-là dépasse Gana Gueye. Parce que Gana est un des nôtres. Il a été au combat au Cameroun pour nous. Et donc, il faut qu'on le défende parce que, quoi qu'on puisse dire également, c'est une des valeurs sénégalaises qu'il a défendues pour subir cet acharnement-là. Donc, il faut que ceux qui représentent le Sénégal le défendent pour lui montrer qu'eux également, ils sentent ça. Parce que quand un des nôtres est blessé, il faut le ressentir également. Donc, Gana est blessé. Je ne sais même pas s'il est blessé, mais il y a cet acharnement-là. Et donc, nous, on le ressent. Le président le ressent. Pour moi, la fédération aurait pu faire un communiqué. Le communiqué, pas contre l'homophobie, mais que Gana soit respecté dans ses choix. Dans ses choix. Parce qu'il y a une chose d'être contre, de combattre, mais il y a une autre chose qui est d'être indifférent. Et Gana, sa posture, c'est celle d'un gars indifférent. Il s'en fout que les gens, que les homosexuels soient en France, que peut-être même un homosexuel soit au PSG, mais lui, il ne mène pas le combat-là, il ne porte pas ce drapeau-là pour mener ce combat-là, pour dire, parce que c'est un symbole entre
porter quelque chose et combattre ceux qui vont... par exemple, moi, je peux dire que si aujourd'hui, je voyais qu'un voleur ou bien qu'un homosexuel était tabassé, peut-être que je peux venir interférer et dire qu'on n'a qu'à aller le juger et ne pas le taper, le tabasser. Ou bien être indifférent. Ghana est indifférent à la cause. Ils ne luttent pas, ils ne portent pas le message. Ils ne portent pas leur message. Et c'est sa liberté. Et ça, pour moi, c'est primordial quand on appelle à la liberté. Et même dans le tweet du président Macron, je n'ai pas retenu, mais la fin, je ne sais pas si il dit, là, on a le droit d'aimer, de s'aimer et d'être aimé. Et d'être aimé. Et la fin, quand il dit, on doit accepter chacun ce qu'il est. Mais quand tu dis ça, tu dois accepter ce que Ghana est. Il faut être tolérant aussi vis-à-vis. Mais c'est ça que j'appelle la tolérance. C'est pourquoi je dis que Ghana est en train de leur donner une leçon de tolérance. Parce qu'ils ont peut-être cette idéologie-là de la liberté et de la tolérance, mais ils ne l'appliquent pas. Absolument. Moi, je dis, le Sénégal, en termes de tolérance, le Sénégal n'a pas une leçon à apprendre de la France. Non, pas du tout. Pas du tout. Parce que les Français se disent tolérants. Moi, je dis qu'ils ne sont pas tolérants. Ils tolèrent... Oui, c'est la dictature de la pensée dont on parlait tout à l'heure. Ils tolèrent ce qui est dans leur culture. Et ils pensent que c'est valable partout. Et quand ce n'est pas dans leur culture, ils ne le tolèrent pas. Et donc ça pas être de la tolérance. Alors qu'ici au Sénégal, dans la diversité, on pratique nos croyances dans la diversité, dans les mêmes familles. Tu peux vivre dans une maison où tu as une très grande diversité de croyances, sans problème. Et les gens, comment ça s'appelle, pratiquent leur religion sans problème. Donc, en matière de tolérance, dans l'idéologie de la tolérance et de liberté, la France, je pense, n'a pas beaucoup de leçons à donner au Sénégal. Absolument. Arouna Deme, maintenant, quelles seront les conséquences de ce choix de Gana Gueye dans le futur, dans sa carrière? Est-ce qu'il sera toujours un joueur du PSG la saison prochaine? Ben, forcément, il est sous contrat, à moins que le PSG ne l'inscrive sur la liste des transferts et ne trouve un club preneur. Il ira au bout de son contrat. Il y reste encore jusqu'en 2024 son contrat, un an de contrat. Et je ne vois pas Paris le pousser à la porte tout simplement parce qu'il y a cette affaire-là. Si Paris a encore besoin de lui pour faire des performances, ils vont le garder. Je ne pense pas que ça puisse avoir d'incidence directe par rapport à ça. Maintenant, ce qui est certain, c'est que les lobbies gays qui sont très puissants en Europe vont utiliser... Vont le cibler. Il sera la cible. Il est déjà une cible, en fait. Il est déjà une cible et ils ne vont pas, entre guillemets, lui foutre la paix. Ils vont chercher à l'abattre par tous les moyens dont ils disposent et avec les appuis qu'ils ont. Parce qu'aujourd'hui, le constat, il est là. La France est un pays islamophobe, xénophobe et raciste. Ça gagne du terrain. On a vu récemment avec les élections présidentielles. Gagne du terrain de plus en plus. Donc, ça veut dire qu'il y a une certaine mentalité qui se développe. Ils sont effectivement moins tolérants parce qu'on peut permettre à des musulmans d'organiser une prière dans la rue aux États-Unis. C'est interdit en France, là, alors qu'il y a plus de musulmans en France aujourd'hui qu'il y en a aux États-Unis. En Angleterre, on a vu un club mettre pour la fête de la dernière fête de Korité son stade à la disposition des musulmans parce qu'ils n'avaient pas une grande salle de prière pour prier sur le terrain de football. Je crois que c'est Sheffield ou quelque chose comme ça. Non, c'est Blackburn. Blackburn, voilà, qui a permis à des gens de venir prier sur la pelouse parce qu'il n'y avait pas assez d'espace dans la mosquée pour prier. On leur a dit le jour de la Korité, retrouvez là-bas. Vous ne verrez jamais ça en France parce que tout simplement, il y a cette mentalité, cette culture-là de l'intolérance, justement. Ils ne tolèrent que ce qui est français. Tout ce qui ne correspond pas à leur perception du monde, ils ne le tolèrent pas. Et Ghana va certainement souffrir s'il reste au PSG ou qu'il aille ailleurs, où ces lobbies-là ont une certaine mainmise ou certaine puissance, ils vont toujours l'attaquer sur ce terrain-là. Ghana toujours au PSG, est-ce que c'est quelque chose qui peut toujours tenir la route la saison prochaine? Moi, je ne pense pas. Compte tenu d'abord de la posture du PSG dans cette affaire-là. Ensuite, vous savez, maintenant, le football, c'est une affaire de politique. Et QSI, il y a beaucoup de politique derrière, dans l'acquisition de paris, dans les recrutements, plein de choses, en fait. Parce que même dans le choix de la Coupe du Monde,
c'était la porte d'entrée en fait. Paris était d'une certaine manière la porte d'entrée du Qatar dans le monde du football pour aller justement chercher l'organisation de la Coupe du Monde. Donc il y a beaucoup de politique. Et je ne pense pas aujourd'hui que les actes posés par le Paris Saint-Germain permettent de penser qu'ils vont continuer à travailler, ils vont garder Idrissa Gana Gueye. Déjà, moi je pense que il y a eu un moment quand même, bon, normalement, comme on dit en Wolof, Pochettino, Gana ne serait plus joueur du Paris Saint-Germain. Parce qu'au départ, il ne faisait pas forcément partie des joueurs sur lesquels il comptait. Même Leonardo. Donc, heureusement, lui, grâce à son talent et à tout ce qu'il fait sur un terrain, il a pu s'imposer. Donc, aujourd'hui, pour moi, il y a eu déjà l'épisode Mbappé, comme il l'a rappelé, et aujourd'hui, il y a cet épisode-là. Pour moi, ça fait voilà, plein de matière à mettre dans le sac ou dans le dossier, comment se débarrasser de Gana Gueye. Je pense que c'est comme ça que les choses vont aller. Il faudra que lui, en tout cas, qu'il envisage le pire. Le pire, ce n'est pas seulement de quitter Paris, c'est d'avoir même du mal à trouver un autre club. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'il se prépare à ça, même si... Parce que, vous savez, dans le monde du football, on parle de cette histoire de lutte pour la tolérance LGBT, mais il y a une grosse hypocrisie dans le monde du sport en général par rapport à ces sujets-là. Il y a des messages, il y a les drapelés, il y a les brassards. Mais aujourd'hui, quel est le joueur de football professionnel dans un des 5 grands championnats qui a fait son coming out? Il n'y en a pas. Hier, il y a un joueur de Blackpool en Championship. Oui, mais il a 17 ans. Qui a fait son coming out en Angleterre. Quel club encore? Blackpool. C'est la 2e division anglaise. Ouais. Mais citez-moi un club de Premier League. Vous allez même aux États-Unis en NBA, ce sont des joueurs qui, après la retraite, derrière, font leur coming out pour déclarer qu'ils sont gays, etc. Donc, il y a une forme d'hypocrisie. Et malheureusement, aujourd'hui, il va cristalliser toute cette hypocrisie-là. Et ce sera, comme il l'a dit, une cible qui lui est planquée sur le dos. Mais il faut qu'il soit résilient, que ses agents aussi fassent le travail, quitte à aller terminer sa carrière en Chine, mais que cet épisode-là ne le décourage pas du football. Ça, parce que ça aussi, je pense que c'est très important. Même s'il reste au PSG, certains craignent qu'il soit la cible de certains supporters. La saison prochaine, il peut être sifflé quand il touche le ballon et tout. Ce qu'il faut dire, c'est que ça risque d'être compliqué pour l'avenir. Oui, je pense que Aruna et Tcherno l'ont déjà dit. Déjà, il n'était pas dans le pipeline. À un certain moment, il a obligé les gens à le laisser là-bas parce qu'il faisait le job. Mais tous ces temps-ci, récemment, on a parlé de l'intérêt de Tottenham. L'intérêt de Tottenham. Donc, puis ces derniers temps, il a perdu pratiquement sa place au niveau du PSG. Je pense que oui. Mais aujourd'hui, quel club dans le monde, dans les 5 grands championnats, peut oser prendre Ghana? Ça aussi, c'est un débat qui se pose. Mais parce qu'il a remis en question leur vision des choses. Parce que il y a beaucoup de lobbies aussi dans le monde du football. Exactement. Je pense que cette journée-là, ça existe dans tous les grands championnats. Parce que Tottenham qui est là-bas, Tottenham, c'est Londres. C'est une partie de Londres. C'est David Levy, qui est, c'est vrai, il est de confession juive, de confession juive, mais c'est un homme du monde. Aujourd'hui, il est difficile de se mettre en travers de certaines théories, de certaines puissances, même pas seulement financières, mais intellectuelles. Aujourd'hui, ça va être compliqué pour lui. Je suis d'accord avec Tcherno, il va falloir qu'il soit résilient. Aujourd'hui, il a soulevé un combat, c'est très juste. Mais j'ai bien aimé le comportement des Sénégalais. Les gens sont à 200% derrière lui. Je pense qu'il a soulevé un débat de société, un débat sur la tolérance, que les gens peuvent être ensemble, avoir des points de vue divergents. C'est ça, je pense, le débat société aujourd'hui. Est-ce que certains vont l'accepter? Je ne pense pas. Parce qu'ils pensent qu'on est en train de remettre en question les victoires qu'ils ont déjà acquises sur le terrain. Parce que si Ghana refuse de faire ce qu'eux, ils veulent, parce que quand même, il faut dire que pratiquement, c'est le seul jour dans le championnat de France. Pourtant, il y a plein de musulmans. C'est un geste il y a plein de Sénégalais. Qui va rester pour la postérité. C'est ça. J'ai vu Mars Gradel, parce qu'il est en Turquie, le soutenir. Valentin Rogier, qui est un Français de France, a refusé de prendre le brassard. En ce moment, il était à Nantes, maintenant il est au Ville en 2019 quand ça s'est passé. Tu as parlé de Cavani, je parle d'un Français, Valentin Rogier. Dimitri Payet aussi, oui, d'accord. Donc, en fait, c'est un débat qui est là. Ça va être compliqué pour lui. Ghana est professionnel depuis plus de 10 ans, champion d'Afrique. Il va jouer une 2e Coupe du Monde. Il aura 33 ans au mois de septembre. Même si la suite peut être compliquée pour lui,
il n'a pas grand-chose à perdre. Est-ce qu'on peut le dire ainsi? Ouais. Mais j'attends pour voir hein, s'il aura grand-chose à perdre. Je sais que c'est vrai qu'au PSG, il n'a pas l'immunité. Il n'a jamais eu l'immunité. Et donc, son arrivée était escortée sur de cette doute. histoire-là, les dirigeants peuvent en profiter pour le lâcher définitivement. Parce qu'on a vu le manque de soutien qu'ils lui ont apporté. Donc, peut-être qu'au PSG, cet été, il peut quitter. Mais je pense que d'autres clubs qui sont intéressés par son profil peuvent le prendre en Angleterre ou en Angleterre aussi, ils respectent plus la religion, les pratiques religieuses qu'en France. Ils sont plus tolérants. Regardez, pendant le Ramadan, par exemple, Liverpool a tout fait pour que Salah et Mané soient dans de bonnes conditions. C'est pourquoi moi, j'aurais bien aimé, et je l'aurais dit, que la fédération fasse un communiqué. Parce que le communiqué de la fédération, c'est d'expliquer. Parce qu'ils sont en train de faire passer Ghana pour un homophobe. Ouais. Et c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas comme si Ghana était sorti pour insulter les gays, pour dire aux gays que moi, je ne suis pas tolérant, je ne peux pas être avec vous. Parce que j'ai entendu Roten dire que qu'est-ce qu'il va faire si un joueur faisait son coming out. Mais il s'en fout. Il s'en fout. Il vit en France. Il sait qu'en France, il y a des gays. Il en voit tous les jours. Même au PSG, j'en suis sûr que dans l'administration, il y a des gays. Même peut-être dans C'est pas ça son souci. Son souci, c'est qu'il ne porte pas le combat. Ouais. Il ne porte pas le combat. Les Sénégalais sont au Canada. Ils savent que les gens du gouvernement, il y a beaucoup de gays là-bas. En France, le Premier ministre en France. Attends, donc, ce n'est pas ça le problème. Le problème, ce n'est pas de vivre où il y a des gays. Parce qu'ils vont là-bas faire le travail et revenir. Si c'était ça, on n'allait même pas aller dans ces pays-là. Parce qu'il y en a beaucoup là-bas. Le problème, c'est qu'ils se refusent à soutenir ce combat-là. Donc, c'est pourquoi je dis que le communiqué de la FSF devait être dans ce sens-là. La FSF doit faire un communiqué dans ce sens-là pour rappeler que son joueur n'est pas homophobe comme il est décrit en ce moment en France. Le truc, c'est qu'il a le droit d'avoir des idées. Comme Alonso et comme, comment ça s'appelle, Zaha, ont le droit de ne pas mettre le genou à terre. Et pourtant, l'Angleterre ne leur est pas tombée dessus. Non, personne ne leur est tombé dessus. On n'en a pas fait des débats en France. La France ne met pas le genou à terre. Est-ce qu'ils sont racistes? On ne dit pas que la France... les clubs français, la Fédération et la Ligue avaient refusé même de s'associer au combat du Black Lives Matter. Et est-ce qu'on dit qu'ils sont racistes? Non. Donc, ils sont en train de travestir ce que Ghana a fait. Ghana n'a jamais fait de déclaration dans ce sens. Et c'est un gars qu'on ne peut pas reprocher un manque d'ouverture. C'est pourquoi je dis que c'est eux qui ne sont pas ouverts. Ils se cachent derrière ces termes-là, mais en réalité, ils ne sont pas ouverts. C'est quand tu es ouvert, quand tu es ouvert, tu laisses à ces gens-là de prendre leur position. Tant que ces positions-là ne mettent pas en danger la République. La position de Ghana, la posture de Ghana, c'est que, allez-y, moi, je n'y vais pas. Les gens le font à l'ONU. Quand les gens votent pour aller en guerre, moi, je n'y vais pas. On n'est pas obligé de soutenir toutes les causes. L'abstention a le droit de veto au Conseil de sécurité. On se retrouve dans quelques instants, chers amis téléspectateurs aussi, pour le deuxième thème de ce Club des Sports. Le deuxième thème porte sur la finale de la Ligue africaine des champions. C'est prévu fin mai. Une finale qui va se jouer à Casablanca, alors qu'il y a un club marocain en lice. C'est le Wydad de Casablanca qui va rencontrer Al-Ahli du Caire. Un choix de la CAF qui fait débat, qui a suscité la colère de la partie égyptienne. Harouna, est-ce que l'équité sportive n'est pas faussée avec le choix de Casablanca pour abriter la finale de la finale de la Ligue des champions africaine? Mais je dirais tout simplement non. On a vu qu'en Europe, puisqu'on vient de quitter l'Europe en parlant de l'affaire Ghana, la finale de la Ligue des champions et des grandes compétitions, elle est décidée à l'avance.
Si Paris était en finale de Ligue des Champions, alors que la Ligue des Champions joue sa finale cette année à Paris, parce qu'on a retiré ça à Moscou, est-ce qu'on aurait dit que c'est pour favoriser le PSG? Donc je pense que les Africains gagneraient aussi à prendre de la hauteur sur certaines questions, particulièrement les pays du Maghreb et l'Égypte. Ils pensent qu'eux, ils sont au-dessus des autres. Combien de fois ils ont joué des finales chez eux en accueillant d'autres clubs? Al-Ahly a déjà joué une finale de Ligue des Champions sur son terrain en accueillant une autre équipe. À l'époque où il n'y avait même pas encore les matchs en aller-retour. C'est déjà arrivé par le passé. Donc venir reposer ce débat-là, je pense que ça n'a pas de sens. Maintenant, l'équité, ou poser des conditions comme ils ont à le faire en disant oui, il faut qu'il y ait des arbitres VAR européens, il faut ceci ou cela, ça relève de la suspicion générale qu'il y a autour des magouilles dans le football africain et que porte la CAF. C'est parce qu'il y a eu des magouilles au niveau de la CAF, parce qu'il y a des arbitres qui ne sont pas à la hauteur des compétitions qu'on dispute, qu'on en arrive à des situations où il y a tellement de suspicions que finalement, plus personne ne fait plus confiance à personne. Sinon, personne n'aurait trouvé à redire. D'ailleurs, c'est une situation assez regrettable parce que la CAF avait demandé à des pays qui sont intéressés de se postuler. L'Égypte n'a pas postulé. Pourtant, il y avait un club égyptien en compétition. S'ils avaient postulé, peut-être qu'on serait parti au Caire ou à Alexandrie et pas à Casablanca. De la même manière, on a parlé du Sénégal, qui aurait été sollicité pour organiser cette finale-là. Et aujourd'hui, on en arrive à une situation où un des protagonistes dit « je ne vais pas jouer dans l'autre pays » ou « si je vais, c'est dans telle ou telle condition ». Si la CAF était suffisamment puissante, forte et avait assez de points sur l'organisation de ces compétitions, ce débat ne se poserait pas. Parce qu'à l'UEFA, personne ne va trouver à redire sur le choix d'une ville qui est fait à l'avance. On en est là tout simplement parce qu'on a une confédération africaine de football qui est censée développer, organiser, administrer le football africain, mais qui, en vérité, passe tout le temps à côté de la plaque, communique mal, se comporte mal, réagit mal à des situations sur lesquelles, finalement, elle finit par perdre l'emprise, alors que c'est elle qui devait être au-dessus du lot. Et aujourd'hui, malheureusement, on se retrouve dans des situations où il y a tellement de suspicions que plus personne ne veut donner ne serait-ce qu'une once de confiance ou un préjugé favorable à celui qui est en face de lui. Et c'est ce qui arrive dans cette situation. Pourquoi le lieu qui doit abriter la finale de la Ligue des Champions en Afrique n'est pas choisi en début de saison pour éviter toutes ces polémiques? C'est justement ça le problème, en fait. C'est parce que, justement, on attend à peut-être 2 semaines avant, un mois avant la finale pour, je ne sais pas, lancer un appel à candidature ou aller chercher l'endroit pour aller jouer la finale. Alors qu'on aurait dû, dès le début de la saison, parce qu'en Europe, c'est ce qui est fait. C'est-à-dire, en début de saison, cette saison, il y a eu un cas de force majeure avec la guerre russo-ukrainienne. Même avec le cas de force majeure, ils ont fait rapidement. En une semaine. En une semaine, ils ont choisi. Parfois, c'est 2 ans à l'avance que les villes dès le départ, si on savait que la finale se jouerait au Maroc, de toute façon, on peut penser que les équipes marocaines vont tout faire pour aller jouer la finale chez elles. Il n'y aurait pas de polémique. Chez elles. Donc, il n'y aurait pas eu de polémique. Mais quand on attend à 2 semaines, 3 semaines de la compétition pour décider d'aller jouer au Maroc, alors que même s'il n'y a pas de demandeurs, même s'il n'y a pas beaucoup de pays qui se sont manifestés là, CAF peut, d'autorité, dire à un des pays qui a été laissé en rade, ou en tout cas qui a été éliminé, vous êtes tenu d'organiser. Parce que c'est vrai que c'est une confédération, c'est une organisation. Le consensus doit prévaloir. Mais en cas de force majeure, il faut des décisions fortes. Et là, en l'occurrence, quand vous opposez 2 équipes, parce que les équipes maghrébines ont toujours une grosse rivalité avec l'Égypte. Il y a toujours eu des problèmes entre ces équipes-là. Et il ne peut pas y avoir de confiance parce qu'on sait que ce sont des équipes, ou en tout cas des fédérations habituées à des pratiques pas très catholiques. Donc forcément, il va y avoir de la suspicion. Et aujourd'hui, avec tout ce qu'il y a eu avec de problèmes avec l'arbitrage, tantôt c'est l'arbitre central, tantôt c'est les arbitres de la VAR. Donc forcément, les Égyptiens vont penser qu'en allant au Maroc, ils vont subir... exactement. Encore que même les Marocains eux-mêmes font quand même de ces pratiques-là. Tout le monde se souvient de Génération Foot qui est allé au Maroc pour jouer. On a lâché des chiens sur le terrain d'entraînement, où on ferme le terrain d'entraînement, où on change le lieu du match, la veille du match. Voilà. Donc, c'est des pratiques qui sont courantes. C'est très rare que les équipes-là aillent s'imposer à l'extérieur. Exactement. Donc, forcément, il y a de la suspicion. Mais je pense que
fondamentalement, aujourd'hui, pour la saison 2022-2023, la CAF devrait dès maintenant dire « Ok, la prochaine finale va se jouer à tel endroit ». À partir de ce moment-là, le problème est réglé. Mais aujourd'hui, on a une CAF qui est... J'ai l'impression que c'est un gros bus avec un chauffeur qui ne voit pas. Ah, ça c'est dangereux. Salif, est-ce que l'ancienne formule aller-retour n'est pas plus conforme aux réalités africaines? En tout cas, c'est le sentiment de certains observateurs du football africain. Est-ce que c'est votre avis? Oui, fondamentalement. Je pense que le président Ahmad, il est très courageux. Mais parfois, il a mis la charrue avant les bœufs. C'est la même chose que l'ouverture à 24 équipes. Il est vrai qu'à la pratique, quand on voit ce qui s'est passé en Égypte en 2019, on dit que c'est bien. Parce que les équipes qui n'étaient jamais qualifiées se sont qualifiées et puis ils ont un peu tenu la dragée haute. Mais oui, mais quand tu vois sur le plan pratique de l'organisation, à part l'Égypte, combien de fois on a fait reculer le Cameroun? Aujourd'hui, les gens se posent des questions par rapport à la Côte d'Ivoire. Est-ce que la Côte d'Ivoire va être prête en juin 2023? Est-ce qu'il y a des difficultés pour homologuer un stade? Est-ce que la Guinée va être prête? C'est ça. Donc, ça veut dire que beaucoup de pays africains ne sont pas encore prêts. L'Europe peut se permettre d'ouvrir son euro à plusieurs équipes. Mais ici, c'est la même chose que pour la finale unique. Parce qu'aujourd'hui, même les supporters des équipes nationales, assez souvent, ils sont supportés par les États, par les fédérations. Mais dire à un club... Belle formule, hein, les supporters, ils sont supportés. Al-Ahly peut le faire. Al-Ahly, c'est... L'Égypte, c'est à peu près... 50% des capacités du stade, je pense. Qui ça? Al-Ahly. De toute façon, Al-Ahly, un Égyptien sur deux est supporter d'Al-Ahly. L'Égypte, c'est à peu près 110 millions d'habitants. Donc, vous imaginez, tous les grands responsables, des décideurs de l'Égypte sont d'Al-Ahly. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils demandent? 50% des trucs, ainsi de suite. Donc, en fait, il a parfaitement raison aussi. La CAF aurait dû taper du poing sur la table, dire la vérité aux Égyptiens. Continue. Il y a quelque chose d'important. Les Égyptiens sont coutumiers des faits. Ils voulaient faire reculer la finale de la CAN. Il dit que parce qu'eux... même le match de retour contre le Sénégal. Ils disent qu'ils ont fait 60 km. Or, tout le monde... J'ai dit à eux, comment vous pouvez mentir là? Diamniadio et Dakar, comment vous pouvez dire que c'est 60 km? Nous, on a fait ça tous les jours, 35 km. Donc, c'est autant... Parce qu'ils ont été extrêmement puissants. Jusqu'en 2000, combien? L'Égypte a été toujours le secrétaire général. Le secrétaire général de la CAF a été toujours un Égyptien. Ils ont fait la pluie et le beau temps. Ils n'ont pas pensé que la roue va tourner. Maintenant, leur vérité n'est plus vérité d'évangile au niveau de la CAF. C'est ça le problème. Le ministère égyptien des Sports a écrit à la CAF pour protester, à l'Ahly de même. La Confédération africaine de football s'est dédouanée en disant que c'était une décision prise par l'équipe de Ahmad. Et là, il y a une continuité de l'administration au sein de la CAF. Moi, dès la décision en 2019, j'avais dit que pour l'Afrique, je ne pense pas qu'une finale unique est mieux. Parce que combien d'équipes, combien de pays peuvent remplir un stade lors d'une finale? Par exemple, si on prend le Sénégal, Stade Me Abdoulaye Wade, qui aurait pu accueillir cette finale-là. Parce que je pense que le Sénégal faisait partie des équipes qui ont souhaité recevoir la finale. Vous pensez que le Sénégal aurait pu remplir le stade Me Abdoulaye Wade? Je ne pense pas. Tu aurais eu peut-être 10 000 ou 20 000 spectateurs. Ou bien, si on arrondit, jusqu'à 30 000. Mais qu'est-ce que représente 30 000 par rapport à 60 000 au Caire et 60 000 à Casablanca, en aller-retour? On en gagnerait au moins 3 fois. Tu gagnes parce que tu mets un bon match au Caire. Tu gagnes parce que tu mets également un bon match à Casablanca. En ce moment, actuellement, on n'a pas beaucoup de compétitions en Afrique qui peuvent vraiment vendre. Mais quand tu dois montrer, tu travailles à la RTS, tu travailles dans ce média-là, entre montrer 2 matchs au Caire et à Casablanca, ou montrer un match avec 30 000 personnes à Me Abdoulaye Wade, qu'est-ce que tu préfères? J'aurais préféré les deux. Donc je pense que structurellement, l'Afrique n'est pas encore en mesure de virer à une finale unique. Je préfère la formule des 2 finales parce que pour moi, on en gagne à 100 ou 200%. Il nous reste, chers amis, 4 minutes. Je vais donner 1 minute à chacun. À un moment donné, le stade Me Abdoulaye Wade faisait partie des sites que la CAF avait ciblés.
Mais au final, on a parlé de retrait de la candidature du Sénégal, alors qu'on n'a jamais été mis au courant d'une quelconque candidature de notre pays. Qu'est-ce qui s'est réellement passé pour que finalement Casablanca soit choisi au détriment de Dakar? Il semble que c'est la CAF qui avait demandé au Sénégal de voir les modalités pour abriter la finale. Et les Sénégalais, la fédération avait répondu sous réserve de l'accord de l'État du Sénégal. Quelles sont les modalités? Il y avait un cahier de charge qu'il demandait. Et le cahier de charge est venu, le Sénégal a dit qu'on ne peut pas se conformer à ce cahier de charge-là. Parce qu'à la limite, on demandait au Sénégal de supporter les coûts de cette finale-là. À hauteur de financièrement. Bon, je ne sais pas exactement, mais on n'est pas le montant exact, mais il semblerait qu'on n'est pas loin du milliard. C'est un peu autour de 800 millions et quelques. Donc, on demandait à un pays qui n'a aucun club qualifié, qui n'est concerné en rien par une finale, de supporter les charges organisationnelles, l'accueil des équipes et tout. Il y a énormément de la machine CAF en quelque sorte. Et bon, Salif peut en parler peut-être plus que moi. Quand la CAF se déplace, et se déplace en VIP, elle a une énorme logistique de centaines de véhicules et tout, des hôtels de luxe et tout. Donc, on a vu ce qui s'est passé ici. Au CAF Awards, le Sénégal a dépensé plus de 800 millions. Et à l'arrivée, quoi? On a eu 0 trophée. Alors qu'on aurait dû avoir au moins 2 trophées. Ils se sont même trompés sur le trophée qu'ils remettaient au président de la République, en guise de cadeau. Donc, vu ça, je vois mal le Sénégal accepter quand même de supporter. Si la CAF voulait organiser la finale, elle serait la bienvenue. Mais elle n'a pas voulu. La CAF semble ne pas avoir d'argent aujourd'hui. Et donc, elle n'a pas voulu sortir le porte-monnaie et a voulu que le Sénégal supporte tout simplement les frais. Le Sénégal leur a dit non, on ne peut pas tout prendre en charge. De ne pas abriter oui, forcément. Le simple fait de devoir supporter des charges pose problème. C'est quand même une compétition organisée par la CAF. Normalement, si la finale doit se jouer, si les deux équipes qualifiées en finale devaient se déplacer, normalement, ça devrait être aux frais de la CAF qui organise. Parce que en réalité, lorsque vous participez à des compétitions comme ça, c'est que derrière, il y a des gains financiers aussi. Et donc, ces gains-là, logiquement, c'est la CAF qui doit les payer. Mais si la CAF doit se reposer sur le... c'est des pures spéculations, hein, ce que je dis. C'est une hypothèse. Mais si la CAF doit se reposer sur le Sénégal pour espérer engranger des fonds, le Sénégal qui, au bout du compte, n'y gagne pas grand-chose, hein, parce qu'au contraire, même si par ailleurs les frais étaient supportés par la CAF, mais qu'est-ce qu'on y gagne? On n'a pas de club qualifié. Je ne suis pas sûr que dans ce pays-là, à part la communauté égyptienne et la communauté marocaine, qu'il y ait 2 ou 3 Sénégalais qui aimeraient bien voir Al-Ahli jouer ou Wydad. Donc, pour moi, au final, la seule chose qu'on aurait pu avoir peut-être comme gain, c'est un peu rehausser, continuer à redorer ou rehausser l'image du Sénégal sur le plan infrastructure. Mais derrière ça, j'y vois pas grand-chose. Donc pour moi, c'est effectivement ce que Aaron a dit est vrai. Le Sénégal a parfaitement raison. Maintenant, je comprends que la fédération ne communique pas parce que le président de la fédération est quand même vice-président de la CAF. Et voilà, il se trouve dans une situation... Salif, il paraît que tes amis de la CAF sont de grands VIP, hein, comme l'a dit Aruna Dem. C'est quoi votre analyse par rapport à... Caricature. Bon, d'abord, la fédération aurait dû communiquer là-dessus, qu'on sache exactement la vraie... Les tenants et les aboutissants. C'est ça, parce que moi, je ne sais pas jusqu'à présent. Ouais. Ensuite, toutes les grandes organisations, que ce soit l'UEFA, le CIO, la FIFA, ainsi de suite, il y a le pays où ça se déroule, il y a une partie des charges qui sont prises. Hein. Bon, il n'y a pas que seulement la valeur morale, le fait que c'est le Sénégal, mais aussi il y a des supporters qui doivent venir. C'est là-bas où on n'a pas encore cette culture de supporter. Ouais. On n'a pas encore ces moyens économiques. Si c'était aujourd'hui... bon, c'est pas pour les Marocains et les Égyptiens. Mais encore qu'ils ne peuvent pas remplir 50 000, ils ne vont pas faire déplacer. L'équipe nationale de l'Égypte était venue, il y avait combien d'Égyptiens? La communauté égyptienne... C'est ça. Donc, en fait, c'est ça. Aujourd'hui, Liverpool et le Real, les clubs de Liverpool et le Real sont en train d'attaquer l'UEFA parce qu'ils n'ont pas assez de billets. Mais la finale de l'Europa League, là, les Écossais sont 150 000 à C'est ça. 150 000, ils n'ont que 30 billets. C'est aussi un problème de pouvoir d'achat. C'est aussi simple que ça. Et même le déplacement. Allez-y, en 30 secondes. Se déplacer de l'Écosse en Angleterre ou bien de l'Écosse en Espagne. En Espagne, c'est pas très difficile. C'est pas comme se déplacer du Caire au Dakar. Du Caire à Dakar. C'est beaucoup plus difficile. Donc tout ça me fait dire encore que
pour moi, on n'est pas encore prêt à faire une finale unique parce qu'on n'y gagne pas, on y perd beaucoup plus. Merci à vous, Demba Varor. Merci à Salif Diallo. Merci à Aruna Dem ainsi qu'à El Cherno Dramé. Merci à toute l'équipe technique réunie autour de Omar Ndiaye. C'est la fin du Club des Sports. On se donne rendez-vous mercredi prochain. Passez une excellente fin de soirée.